Donc, je vous ai donné quelques trucs pour vous aider à comprendre, ok, on a des problèmes de dette technique, comment on va les résoudre. Et je vous ai aussi rappelé les valeurs de l'agile où on se dit, ah ouais, mais on n'a pas le droit de recommencer, c'est de la triche. Donc, sachant que j'ai pas le droit de recommencer depuis le zéro parce que c'est pas en accord avec mes principes et mes valeurs agilistes, et sachant qu'il faut quand même que j'arrive à réduire la dette technique, comment on fait? Comment on fait? Alors, moi, ce que j'ai mis en place sur certaines équipes, qui, je pense, a bien fonctionné, vous me direz. Alors, si on a le problème, comme on l'a vu tout à l'heure, que, en fait, la raison pour laquelle on a des problèmes d'atrophie technique, c'est qu'on n'accorde pas assez de temps à la technique. On passe trop de temps à travailler sur des features, et on passe pas assez de temps à travailler sur toutes les tâches autres. Alors, pour plusieurs raisons, pour les raisons de management et pour des raisons de dev qui pensent que les features sont plus importantes que le reste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, ah bah ok, nous en tant que manager, on dit, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de travailler sur des features. Et du coup, ça fait quoi? Ça montre aux développeurs qu'il y a autre chose qui est intéressant pour l'entreprise qui ne sont pas des features, et du coup, lui, il commence à faire rentrer ça dans sa tête. Et qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? On va refactor du code. On va trouver des bouts de code qui ne nous plaisent pas, on va les refactor. On va créer des tests automatisés. On va améliorer les tests automatisés existants, dépendant où vous en êtes dans votre transformation. On va améliorer les outils d'automatisation et on va même pouvoir développer des outils qui vont nous aider à débugger du code en prod quand on a des outils. Ouais. Tout ça, c'est vraiment à privilégier par rapport à la correction de bugs ou des choses comme ça. Alors, c'est intéressant comme question. Oui, c'est la correction de bug, en fait, ça apporte zéro valeur. C'est ça le problème. C'est que corriger un bug à la va-vite, c'est un pansement. Le vrai problème, il n'est pas là. Il est dans la qualité globale du système. Donc, oui, on est obligé de mettre des pansements. Mais si on met que des pansements et qu'on ne travaille pas sur l'amélioration globale des systèmes et de l'écosystème de travail du développeur, la dette technique augmente. Voilà, exactement. Donc, non, c'est pas à prioriser, c'est juste, on se dit, bon, on s'admet à nous-mêmes que c'est un problème qu'on a eu. Si on a des problèmes d'atrophie, on a eu des problèmes mystères. Donc on s'admet à nous-mêmes que bon, les développeurs travaillent trop sur les features. Donc pour contrebalancer ça, bon, du coup ils travaillent trop sur les features et trop sur les bugs, on est d'accord. Mais pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ok, une journée par sprint, on n'a pas le droit de travailler sur des features, et effectivement, j'aurais dû l'ajouter, on ne travaille pas sur les bugs non plus. Ok, je peux continuer? Donc, alors, pour rester dans le Tech Day co-créant, alors le dev, tu sais, quand tu lui dis tu peux changer des trucs, par définition, il va falloir tout changer. Donc, on a dû instaurer une règle d'or du Tech Day, et la règle d'or, c'est quoi? C'est on doit timeboxer l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un mois pour changer les choses. Non, tu as une journée pour changer les choses. Et pour un peu obliger les gens à faire suivre cette règle, la règle, c'est, à la fin de la journée, le code que tu changes, tu dois le merger en prod. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es obligé de limiter tes risques. Tu ne peux pas tout changer parce que tu vas tout péter, et ça c'est pas cool, les gens ne sont pas contents. Donc on doit pouvoir merger ce code sur la branche principale. Alors je sais que ça peut être un peu technique, tout le monde comprend ce que je veux dire par là? Super. Alors comment on s'organise en Tech Day? On commence avec un stand-up où tous les développeurs échangent sur leurs problématiques de tous les jours. Ah ce bout de code là, vraiment, je supporte plus, il faut vraiment le changer. Ou tiens, j'ai une idée d'un outil. Donc tout le monde échange par rapport aux problématiques qu'ils aimeraient pouvoir régler. Ensuite, on fait un choix, parce qu'il y a plein d'idées. On donne du développeur du temps, il va avoir des idées, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, il faut prioriser les idées en se disant, ok, probablement que ça, c'est plus urgent que ça, du coup, peut-être on va travailler plutôt là-dessus que là-dessus. Et en fait, on va créer des équipes de deux, des pairs, qui vont passer le reste de la journée
travailler sur cette problématique donnée. Et du coup, en fin de journée, on va faire une rétrospective. Et il y a un point qui est intéressant que moi j'applique, c'est qu'on va aussi envoyer un email de conclusion au management, j'en parlerai un peu plus tard. Alors, on a aussi découvert qu'il y avait un rôle super important dans ce process-là, c'était d'avoir un tech lead. Alors, le tech lead, c'est qui? Je sais pas, ça peut être un CTO, ça peut être un ingénieur un peu plus senior que les autres, ça peut être un VP of engineering, on peut même changer cette personne-là à chaque fois si ça nous change. Mais l'idée, c'est que son rôle dans ce process-là, ça va être de s'assurer que la règle d'ordre du tech day est respectée. De venir voir les développeurs en disant « Ah, mais t'es sûr que tu veux t'attaquer à ce problème-là, parce que je pense que t'en as pour longtemps, parce que regarde, ce problème-là, il dépend de ce problème-là, qui dépend de ce problème-là, qui dépend de ce problème-là. En une journée, t'auras pas réussi à merger ton comité en prod. Donc plutôt que d'aller travailler là-dessus, regarde, travaille sur ce tout petit problème-là. Donc voilà, donc son rôle, ça va être d'essayer de challenger en continu les divers pairs d'équipe pour s'assurer que les développeurs arrivent à apporter de la valeur immédiatement, arrivent à apporter un slider de fonctionnalité. Ouais. Mais lui aussi, il fait partie de l'équipe quand même. Il va développer aussi en pair programming ou pas? Non. Il est vraiment en dehors de... Il y a 6 pairs, et lui, il va passer sa journée à aller de pair en pair. Ah, vous en êtes où? Ok, cool. Ah, t'es sûr que tu veux travailler sur ce problème-là? Attends, moi je pense que c'est un peu trop compliqué. Ok, super, vas-y, continue. Paf, il va à l'autre équipe. Tu vois, vous voyez un peu ce que je veux dire? L'idée, c'est d'avoir un... Ouais, de challenger continuellement. Quoi? Oui, il tourne son arrêt. Oui, voilà, il passe sa vie sur différentes équipes, et des fois, s'il n'y a rien à faire, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Nous, ce qu'on veut, on veut améliorer l'efficacité d'équipe, on s'en fout. S'il n'a rien à faire, il peut aller boire un café. Ouais. Il n'est pas sur l'amélioration, il est sur de la coordination, sur la facilitation. Il est sur des... Enfin, rappelez-vous que c'est un dev senior. Il a du recul. C'est un dev senior. Donc, non, il va travailler, au lieu de travailler sur un problème, il va travailler sur 6 problèmes pendant la journée. Donc, moi, c'est moi qui prends ce rôle-là quand je vais chez les clients. Au début, après, ils le font sans moi. Je peux te dire que non, je tourne jamais comme ça. Non, mais c'est pas juste de la facilitation, c'est de l'architecture technique. Comment? Il a un regard critique voilà. sur ce qui est proposé par les pairs. Mais voilà, et du coup, la paire travaille à 2 et des fois à 3. Et du coup, c'est un rôle super important. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les devs, ils vont trop loin. Ils vont trop loin, et du coup, il n'y a personne qui arrive à manger quoi que ce soit en prod à la fin de la journée. Et c'est ça le but, parce qu'on va rester sur des petites améliorations. Oui? Oui, d'ailleurs, son objectif, c'est de faire en sorte que les 6 points soient en prod à la fin de la journée. Donc, il a vraiment du travail pour la journée. C'est pas ma question. Si l'équipe, elle n'écoute pas, si elle ne respecte pas les règles, elle repart dans du refacto pour 6 mois, ce qu'elles font la plupart du temps. Je pense que j'adresserai ton point un tout petit peu plus tard. Ah bah justement. Je vais adresser ton point, je pense. Du coup, en fait, bon, qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent non, en fait, de trouver un slider de fonctionnalité à modifier, c'est extrêmement difficile, c'est délicat. C'est-à-dire, nous, en tant que dev, on sait très bien qu'on peut aller là-bas. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut faire des big bangs, parce qu'on sait qu'on peut aller là-bas. Par contre, de comprendre que juste de travailler sur ce truc-là ici, ça va nous permettre d'un jour arriver là-bas, ça c'est très très difficile à le savoir. Il faut avoir fait de l'agile pendant longtemps pour le savoir. Donc, probablement que la première fois qu'on essaye, on ne va pas réussir. Donc, on est obligé de faire une rétrospective pour qu'on s'améliore à ce process-là, pour qu'on s'améliore. Voilà, donc, on va parler, on va en discuter en fin de journée. Ah mais ouais, c'est vrai, bon, j'ai pas réussi à merger mon truc en prod. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, j'ai voulu travailler sur ce gros problème-là. Ouais, c'est vrai que le tech lead est venu me voir et m'a dit non, mais il faut que tu travailles sur ce petit truc-là, je l'ai pas écouté et du coup, j'ai loupé mon coup. Du coup, dans l'idée, c'est pas grave si on n'y arrive pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on a risqué en tant qu'entreprise? On a risqué une journée. Et probablement que les premières fois, personne ne va y arriver. En vrai,
arriver à trouver un problème assez petit pour qu'on arrive à merger un truc, ou au moins la moitié des équipes n'y arriveront pas. Ça répond à peu près à ta question ou... Tu peux dire non, hein, c'est pas grave. Partiellement, oui, effectivement, la rétro est un bon moyen, mais si les gens qui font ça souvent sont têtus et peuvent être même très pointus techniquement, et ça veut dire qu'il faut poursuivre dans leur action et continuer de ne pas écouter, quoi. Continuer de ne pas respecter les règles de l'ordre que tu évoques, qui sont pas très bien. Qu'est-ce que tu disais toi du coup? Parce que ça veut dire que potentiellement on arrête les tech days. Parce que les règles ne sont pas respectées, que de toute façon on ne peut pas faire plus que respect. On arrête, et vu que ça va manquer, on le remet en place, peut-être on reste conseillé trop d'avant. Moi, enfin, l'idée c'est... alors, j'ai rarement ce problème, personnellement. C'est un problème que rencontre mon frère. Enfin, moi, je n'ai pas ce problème. Donc j'ai du mal à répondre parce que c'est vrai qu'avec les rétrospectives et passer suffisamment de temps, même les mecs les plus têtus, au bout d'un moment, ils commencent à comprendre le travail. Et même s'ils ne comprennent pas complètement et qu'ils n'arrivent pas à faire en une journée et qu'ils font en 2-3 jours, ça va quoi. La règle, c'est juste pour forcer les développeurs à réfléchir en petites unités de travail. C'est pas une règle. Mais oui, enfin, par contre, effectivement, si le mec il part sur un gros refactor, bah ça le fait pas. Quoi. Et ça, c'est aussi un problème de mindset. Des fois, enfin, j'en ai eu des gars qui sont arrivés et qui disent ah non, mais on va travailler là-dessus. 2, 3, 4, 5 tech days plus tard, au bout du 5e tech day, la personne ne travaille plus pour l'entreprise. Ouais. Moi je l'ai vécu aussi, par contre j'ai une expérience différente, un résultat différent, c'est-à-dire que pour répondre à vous deux, c'est le monsieur qui parlait effectivement des gens qui étaient finalement mauvais joueurs, de mauvaise foi finalement par rapport à ce qu'on propose là, c'est aussi quelque part, faut croire à la force du collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a 6 paires en fait, qui sont là, qui sont en train de bûcher, et qui arrivent à la fin de la journée à produire quelque chose dans le bon sens, et ben, ça leur fait réfléchir pour la prochaine. Et si la prochaine, ils refont le même coup, on peut aussi, on a fait cet exercice, de les proposer en auditeur libre. C'est-à-dire qu'eux, ils vont juste être le même critique pendant que les autres bossent, et après, on fait un débrief en groupe pour dire, bon alors, vous en pensez quoi? Et par rapport à la valeur qui a été apportée après, ben, ils se rendent compte finalement qu'il y a deux sorties. Soit ils se mettent dans le jeu, parce que finalement ça les intéresse aussi, ça va les intéresser, la force du collectif, soit ils sortent du fond du rythme. Ouais. Le groupe, mais c'est le groupe qui. C'est le groupe en lui-même, en fait. C'est la force du collectif en fait, qui emmène. Ça marche. En théorie Scrum, c'est on peut dire, mais dans la réalité ça se passe peu. Et souvent c'est des gens qui ne font pas ça de mauvaise foi. Bon, en tout cas, moi j'arrive à les implémenter. Donc je sais pas. On perd de temps en temps des gens, mais en général, non, on n'en perd pas. Les gens comprennent. Pas la première fois, pas la deuxième fois, pas la troisième fois peut-être, mais au bout de la 5e, 6e ou 7e fois, bah si, ils comprennent. Et ils jouent au jeu. Donc, pour continuer, à la fin du tech day, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi, chacun va un peu présenter, on repart du collectif, ses apprentissages de la journée. Et du coup, ça va permettre, comme on est sur plein de petites équipes de 2, et là, ça va permettre aux gars qui ont travaillé sur d'autres problèmes d'avoir au moins une connaissance du problème sur lequel les autres ont travaillé et qui va permettre, qui va leur donner des outils potentiellement qu'ils vont pouvoir utiliser sur un autre tech day ou peut-être même un jour dans leur travail de tous les jours. Et alors, ça c'est... Donc, le management a été sympa, ils nous ont donné un tech day, ils nous ont autorisé le droit de travailler sur un tech day. Ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait en vrai. Enfin, ils ne sont pas vraiment conscients de pourquoi on est en train de faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire ce jour-là. Mais du coup, c'est super important qu'on améliore la communication entre les devs et les non-devs. Et du coup, comment on fait ça? On va essayer de leur expliquer le travail de la journée, on va essayer de leur expliquer ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi on n'a pas réussi, pourquoi il y a des choses qu'on n'a pas réussi, pourquoi on a des choses qu'on a réussi. Et ça les rassure. De voir 2 ou 3 emails comme ça, ça les aide à comprendre pourquoi on prend ce temps de tech day. Et c'est ça qui m'a permis de l'implémenter de manière récurrente chez des clients. C'est de continuellement leur expliquer pourquoi on fait le travail qu'on est en train de faire.
Donc, bah, c'est un process que j'ai mis en place chez plusieurs clients depuis 2-3 ans maintenant. Alors, moi, ça, c'est une victoire personnelle. Alors, j'ai pas vraiment parlé de TDD, mais en fait, il y a l'automatisation de tests. Et quand on arrive assez loin dans l'automatisation des tests, on arrive à un process qui s'appelle le Test Driven Development, qui est le développement dirigé par les tests. Alors, chez Arena Metrics, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à expérimenter avec des améliorations de code, tout en expérimentant avec le TDD, et assez rapidement, sur 2 ans, et tous les devs étaient convaincus qu'en fait, le TDD devrait leur servir tous les jours. Et du coup, maintenant, non seulement est-ce qu'ils font du TDD les jours des tech days, tous les jours de leur vie, ils sont tout le temps en train d'appliquer le TDD. Ce qui est pour moi miraculeux. On est arrivé, il n'y avait rien chez eux. On a même créé des outils de debug expérimentaux. C'est-à-dire que il y avait un pipe, on va parler d'un pipe, où il y avait un ticket qui rentrait, il y avait 6 systèmes qui actionnaient, et puis à la fin, il y avait autre chose qui sortait. Sauf que, qu'est-ce qui se passait dans ce pipe? Si le truc ne fonctionnait pas, on ne savait pas dans quel système il y avait une erreur. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Un développeur devait passer une journée, voire 3 jours, si c'était dans le dernier système, parce qu'il va commencer par le premier, juste pour trouver une erreur, pour ensuite aller modifier une ligne de code. Donc ça, c'était pas... du coup, le dev qui se retrouve là-dedans, il est pas content. Donc là, on lui propose de faire un tech day, il dit, attends, mais si chacun des systèmes envoyait à une petite API un message pour dire c'est bon, j'ai reçu le ticket, au moins que moi je debuggerais, j'aurais seulement besoin de travailler sur une seule partie du système. Et du coup, en tech day, ils ont développé cet outil-là, et ça, dans l'email, on leur a envoyé, et là, ils ont vu la valeur directement, et ils ont dit, tiens, ça, on va le faire rentrer dans le process de développement normal. On voit la valeur, on va le faire rentrer dans le process de développement normal. Et ensuite, ce qui s'est passé, ce qui est assez miraculeux, c'est que maintenant cet outil-là, c'est plus les devs qui s'en servent. Maintenant, c'est une équipe de account managers qui se servent de cet outil-là. Et du coup, les devs sont très très rarement embêtés par ce genre de problème d'import. C'est plus géré par eux. Tout ça grâce au tech day. Et du coup, forcément, la qualité globale du code s'est améliorée. Du coup, la variance est diminuée. On sait un peu mieux quand les choses vont arriver. Donc, tout ça pour dire que on peut améliorer la qualité du code, tout petit bout par petit bout. On n'est pas obligé de tout réécrire tout le temps. Tout ce que ça nous force à faire, c'est de timeboxer nos ingénieurs pour leur dire non, on ne fait pas de refactor, on fait du zero investment, mais par contre, on est capable de te donner une journée tous les sprints pour essayer de résoudre les problèmes. Et du coup, en faisant ce process-là, on améliore la qualité de code petit à petit, et au bout d'un moment, on commence à sortir de l'atrophie technique. C'est clair? Super. Alors, allez, maintenant j'ouvre la salle. Y a-t-il des questions? Combien de temps à peu près, dans votre cas, vous citez, ça vous a mis combien de temps pour transformer à peu près? Alors, c'est une bonne question. En fait, on commence à avoir des améliorations dès le début. On va dire dès les trois premiers tech days, on commence de façon bien stable, bien acide. Comment? Pour changer de façon bien acide. Ça n'existe pas, ça. On est toujours en train de s'améliorer. On peut toujours aller plus loin dans l'amélioration continue. Du coup, j'ai du mal à dire parce que moi, j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin. Enfin, moi, j'ai plein d'idées pour eux. Ils vont pas assez loin pour moi. Mais la situation technique dans laquelle ils sont aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans, c'est juste le jour et la nuit. Donc on peut dire 1 an. Dans ce cas-là, on va dire 1 an jusqu'à que, en fait, ça allait à peu près. Ça va comme réponse? Ouais. TDD intervient plutôt en fin de sprint. Vous le mettez où vous voulez. Pour savoir, en gros, est-ce que si c'est en fin de sprint, est-ce que ça va toucher la version qui va partir en prod au début du sprint suivant, ou est-ce que c'est la version 3 qui va bien modifier? Alors, là, je suis très catégorique. Ça dépend de votre contexte. Donc, en prod, je sais pas, ça dépend si vous avez une développe, une prod ou je sais pas quoi. Ça dépend de plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que
vrai problème, c'est qu'on peut souvent se retrouver avec des branches stériles. Donc des branches qu'on touche un tech day, après un mois plus tard on retouche la même branche, après un mois plus tard on retouche la même branche, et après qu'on essaie de merger, là ça marche plus. Tu vois, c'est ça vraiment qu'on essaie d'éviter. Tu vois, d'avoir un inventaire de 15 000 branches avec des 2000 trucs faits, tu vois, donc, que tu la merges sur develop ou sur master ou je sais pas, en fait je m'en fous quoi. En vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai manqué le début de la presse, mais comment est-ce que tu as convaincu le management d'accepter en fait cette démarche? Alors je sais pas quand t'es arrivé dans la presse, t'as vu les métriques? Non. Bon bah attends, il est pas l'heure. Non, en gros, l'idée c'est qu'on la voit. En fait, si on utilise les métriques correctement, on la voit la trophée. Donc si construire les métriques du coup. Quoi? Il faut prendre le temps de les construire à l'avance, les métriques. Non. Enfin, la vélocité, enfin, je sais pas. Enfin, tu sais ce que c'est que la vélocité? Oui. Ok. Bah, la vélocité, si elle est utilisée correctement, c'est-à-dire si tu comptes seulement les features, la vélocité, enfin, tu vas voir la courbe qui commence à faire ça assez rapidement. Tu vois, donc si juste en faisant un graphe de la vélocité over time, tant que tu donnes pas de points au truc annexe, parce que ça c'est le problème qu'on voit tout le temps, tu es là, bah ouais, bah, je peux pas te le montrer parce que tu n'utilises pas les métriques correctement. Mais si les gens utilisent, tu vas le voir avec la volatilité, avec le nombre de features, si un jour on en fait 30, le 2 jours après on en fait 10, etc., bah, tu vas avoir une volatilité, et ça c'est un signe d'atrophie, et tu vas le voir avec la vélocité over time qui commence à s'arrêter. Et enfin voilà. Ça te va?